Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement, je suis Audrey et aujourd'hui je vais vous parler du MEHR. Qu'est-ce que c'est que le MEHR? Je vais vous parler du meublé étudiant haut rendement avec Eric. Salut Eric. Salut Audrey. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ben, je t'en prie. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dans ma ville, qui est la ville de Strasbourg. Je suis heureux d'accueillir Audrey dans la ville de Strasbourg, qui est venue nous rendre visite ici en début d'année 2018. Mais je te remercie de m'accueillir dans ta ville. J'adore cette ville, vraiment, c'est une ville absolument magnifique avec ses maisons à colombages, etc. Donc j'ai vu un petit peu, franchement, c'est vraiment magnifique, avec l'eau qui passe aussi au cœur de la ville. Enfin, c'est vrai qu'on a du beau patrimoine. Pour les amoureux de l'immobilier, c'est absolument magnifique par rapport à l'architecture et tout ça. Ouais. Alors, du coup, je parlais du meublé étudiant haut rendement. Oui. Alors, c'est quoi? C'est comme de la colocation? C'est quoi exactement? Alors, ce n'est pas obligatoirement de la colocation, ça peut être de la colocation, ouais, mais c'est aussi applicable sur des appartements plus petits, comme des studios, des F1, dans certaines conditions. En fait, moi, ma spécialité, c'est l'immobilier étudiant, mais j'ai développé ces dernières années une formule qui s'appelle le meublé étudiant haut rendement. En fait, c'est une formule all-inclusive pour des étudiants aisés qui veulent vraiment avoir un appartement clé en main. Quand ils arrivent, il n'y a pas besoin de faire de démarches, ils s'installent, ils ont tous les meubles, ils ont Internet, on va détailler tout à l'heure. En fait, c'est une formule clé en main. Et donc, bien sûr, c'est une location qu'on loue plus cher, et donc, évidemment, le rendement est supérieur. Du coup, est-ce que tu penses que ce système, cette formule de meublé haut rendement, étudiant haut rendement, est-ce que tu penses qu'il est applicable dans toutes les villes françaises? Ou est-ce qu'il y a des spécificités à avoir? Est-ce qu'il y a des catégories particulières? Comment ça se passe en fait? Ouais. Alors, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a énormément de villes étudiantes, mais toutes les villes étudiantes ne conviennent pas au meublé étudiant haut rendement. Il faut savoir qu'en France, on a 297 villes qui ont plus de 8% d'étudiants, donc ça c'est déjà sympa. Mais nous, on va plutôt cibler sur des étudiants qui ont un pouvoir d'achat élevé et qui veulent un système clé en main. Et très souvent, ce sont des étudiants étrangers qui viennent en France pour étudier, parce qu'en France, on a des bonnes universités, on a des bonnes écoles, donc c'est renommé. Et c'est des personnes qui vont rester 1 ou 2 ans, en général, ils ne restent pas très longtemps, mais par contre, ils veulent quelque chose clé en main, ils sont prêts à payer plus cher. Et pour donner un chiffre, en fait, il y a certains appartements que je loue 70% plus cher que le prix du marché classique. Purée, c'est top. Et donc, pour répondre à ta question sur les villes, en fait, c'est plutôt les villes où il y a des écoles qui font des échanges internationaux. Donc, rassurez-vous, il y en a beaucoup en France. On a fait pas mal d'études dans différentes villes, on a la liste des écoles. Et en fait, il y a à peu près, on va dire, une centaine de villes où c'est intéressant, où c'est possible d'appliquer cette stratégie. D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce que tu démarches les écoles directement pour avoir ce type d'étudiants? Et également, ma deuxième question est-ce qu'il y a, entre guillemets, des nationalités ou des pays qui sont un peu plus, entre guillemets, dont les CSP sont un peu plus importantes ou pas? Comment ça se passe en fait? Très bonne question. Alors, pour ta première question, est-ce que je démarche les écoles? Alors oui, c'est une façon de toucher ces profils. Donc en fait, il faut savoir que il y a des écoles qui ont des échanges internationaux, et certaines de ces écoles, donc la plupart de ces écoles ont des personnes qui sont là pour aider les étudiants étrangers à trouver des appartements. Donc la démarche, c'est de contacter ces bureaux, ces personnes, leur dire voilà, on a des appartements qui sont prêts, on peut les proposer à vos étudiants étrangers. On a l'habitude de faire ça, et donc c'est un moyen de toucher ce public-là. Ce qui est bien aussi avec les écoles, c'est qu'une fois que vous avez mis en place le système, eh bien, les promotions suivantes, si les personnes sont contentes, elles vont faire la publicité de votre appartement, parce que souvent ce sont des échanges entre des villes, enfin des personnes par exemple qui viennent de Londres, eh ben, elles vont parler aux autres personnes des promos suivantes, et ça va s'enchaîner. Donc après, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Donc ça, c'est une façon de les atteindre. Et ta deuxième question, rappelle-moi, c'était... Est-ce qu'il y a des nationalités, oui, des nationalités où les catégories socio-professionnelles sont peut-être un peu plus importantes? Je ne sais pas, des Chinois. Ouais, alors,
En Europe, il y a les pays scandinaves, donc Norvège, Suède, qui ont un bon pouvoir d'achat et qui sont prêts à payer l'appartement pour avoir toutes les prestations. Il y a aussi certaines villes comme Londres, il y a les pays comme la Suisse, le Luxembourg, ça c'est pour l'Europe. Après, il y a les États-Unis, bien sûr. On a des personnes qui viennent par exemple de New York. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui viennent de ces villes, c'est des villes où les loyers sont très élevés. Donc, quand vous proposez un loyer à 700 €, ça ne choque pas du tout. Ça choque pas du tout. Au contraire, s'il y a toutes les prestations, bah voilà, c'est super, c'est pratique, on s'installe, tout marche bien. Après, il y a des façons de faire il y a des pratiques particulières pour mettre en location. Pour reparler des pays, il y a aussi les pays en Asie, il y a la Chine, le Japon, la Corée. Ça aussi, il y a beaucoup d'étudiants maintenant qui viennent de ces pays. Donc ça, c'est les principaux pays pour ne citer que. D'accord. Et comment tu dis que le fait de contacter les universités, etc., c'est une manière, les écoles, c'est une manière de les trouver. Comment est-ce que tu fais pour trouver tes premiers locataires dans une nouvelle location meublée? Pour trouver des locataires, entre guillemets, haut de gamme, pour les personnes qui voudraient faire comme toi, quoi. Alors pour la petite histoire, la première fois quand j'ai découvert cette stratégie, ma première locataire, elle est passée par Airbnb. Alors ça peut paraître bizarre. D'accord. En fait, au départ, c'est un appartement que j'avais préparé pour faire la location courte durée, donc que j'avais équipé pour de la courte durée. Et donc j'avais loué au mois de décembre à Strasbourg, c'est le marché de Noël, ça se loue très bien. Mais au mois de janvier, en fait, j'avais plus de locataires. C'est un quartier qui est un peu, qui n'est pas au centre-ville, donc qui n'est pas près des zones touristiques, et j'avais beaucoup moins de demandes. Et là, en fait, sur Airbnb, il y a une étudiante anglaise de Londres qui m'a contacté, qui m'a dit, écoutez, je cherche un appartement, mais c'est pour une durée plus longue, pour 1 an et demi, peut-être 2 ans. Ah ouais. Et donc, elle m'a demandé, est-ce que c'est possible de conclure, de venir chez vous pour habiter dans cet appartement. Donc au début ça m'avait un peu surpris, c'était pas ce que je voulais faire, mais du coup elle m'a demandé quel loyer vous demanderiez pour une longue période. Et donc de mémoire, je crois que je lui ai dit 680 €. Alors c'est un studio qui fait 23 mètres carrés avec balcon. Il y a une laverie dans l'immeuble. Enfin, c'est un beau studio qui est. Je pourrais t'envoyer les photos si tu veux. On pourra mettre les photos là pour vous voyez. Donc c'est un studio qui a été complètement rénové avec une cuisine équipée, avec internet, avec l'électricité, avec une télé. Ouais. Canapé lit, voilà, très sympa, ça présente très bien, il y a le balcon, c'est dans un quartier vraiment sympa. Et donc j'ai donné ce chiffre et donc la personne a tout de suite accepté. Et là je me suis dit, purée c'est fou, en fait je vais louer un appartement meublé alors que le loyer moyen dans ce quartier, on est plutôt entre 400 450 € tout compris. La vache. Donc là je me suis dit, tiens, il y a un potentiel. Donc là, le premier contact, c'était par Airbnb. Mais après, maintenant, j'utilise d'autres moyens pour toucher les locataires. Par exemple, j'utilise un site qui est normalement pour la colocation. Ça, c'est le site qui s'appelle apartager.com. Et en fait, sur ce site, pour la colocation, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui postent leur profil. Parce que vous pouvez voir le profil des locataires. Ils vous donnent des infos sur eux. Et ils vous donnent aussi une information à quel prix ils sont prêts à payer pour loger. Ça, c'est top. Et tu peux les poker en fait. Ouais, voilà. Tu peux leur parler directement, dire voilà, j'ai un appartement. Et en fait, les étudiants étrangers, ils ont beaucoup de mal à trouver des appartements dans les villes étudiantes. Déjà, pour un Français, c'est assez chaud. Dans la période juin, septembre, octobre, c'est chaud de trouver un appartement pour un Français. Vous imaginez pour un étudiant qui ne peut pas se déplacer, qui est à l'étranger, qui est à distance, c'est compliqué. Donc là, vous rentrez en contact sur le site, vous dites voilà, j'ai un appartement. Et voilà, souvent ça démarre comme ça. Ça, c'est une autre façon de trouver les locataires. Et du coup, pour les personnes qui sont, je dis n'importe quoi, pour un Chinois qui voudrait venir qui voudrait occuper un de tes appartements, est-ce que tu fais des visites virtuelles? Exactement. Alors ça, j'avais deux personnes des États-Unis qui voulaient qui étaient intéressées par une de mes colocations d'ailleurs, et donc elles ont voulu en savoir plus, mais bien sûr elles ne pouvaient pas se déplacer. Et donc c'est elles qui m'ont dit, est-ce que ça serait possible de faire un Skype? Excellente idée. Je suis allé dans l'appartement, on a fait un Skype, je leur ai montré les différentes pièces, on a discuté, elles m'ont posé des questions, c'était interactif.
Et en fait, voilà, c'est comme ça maintenant que je fais les visites à distance. C'est en fait les locataires qui m'ont guidé. Maintenant, c'est une pratique que j'utilise assez fréquemment, quasi systématiquement. Alors le truc par contre, sur les sites à partager, alors c'était encore valable il y a quelques jours, normalement on ne peut pas mettre de lien vers l'extérieur, c'est-à-dire que vos visites virtuelles, on ne peut pas les mettre dans la petite annonce de à partager. Alors ça c'est un petit peu plus problématique, mais effectivement après vous pouvez leur demander plus de renseignements par mail, si vous voulez une visite virtuelle, contactez-moi par mail. Mais on le fait en live, hein, on le fait carrément en live. Ouais. Alors moi je l'ai fait, mais directement j'ai le lien. D'accord. C'est-à-dire que tous mes appartements ont la visite virtuelle quand ils sont propres et dispo, qu'il n'y a personne, qui est assez rare d'ailleurs. Quand je demande l'autorisation pour réparer un petit truc, je fais une visite virtuelle. Comme ça, je les ai toutes à disposition. Ouais, donc ça veut dire que tu l'enregistres la visite? Ouais, c'est ça. J'enregistre, en fait, je prends mon téléphone ou ma caméra et je fais la visite virtuelle quand il y a des petites choses à réparer, tout ça, quand il n'y a personne dans l'appartement et que j'ai eu l'autorisation. C'est une bonne idée aussi. Et comme ça, je les ai toutes et je dis, l'appartement A, tiens, boum, j'envoie directement la visite virtuelle. Ouais, c'est une bonne idée, ça t'évite de te déplacer à chaque fois. Complètement, et je les ai tous sur l'ordi et je peux tout balancer en 2 secondes. C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne idée? Ouais, c'est une bonne idée. Bon, moi j'aime bien le côté interactif, mais c'est vrai que là ça te fait gagner du temps. Si tu peux pas le faire tout de suite, supposons que tu es en vacances ou ça arrive, tu n'étais pas sur place, tu dis voilà, j'ai une vidéo, déjà ça permet de rassurer le... Mais tu peux même le faire via Skype, tu sais, dans l'onglet de chat, tu envoies directement la visite et tu peux discuter avec les personnes, tu dis je vous laisse 2 en même temps visiter. Ouais, voilà, c'est bien. Ouais. Donc ça c'est cool. Également, j'ai une question par rapport à tes petites annonces. On en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais savoir si tu pourrais dire, est-ce que tu les rédiges uniquement... Enfin, est-ce que déjà tu les rédiges en français? Oui, je les rédige. Français, parce que vu qu'elles sont ciblées sur, je sais pas, les pays scandinaves, tout ça, donc tu fais en fait la même petite annonce en anglais, exactement, etc. Je fais en français et en anglais. C'est les 2 langues que j'applique. Donc à la suite, tu mets déjà français et après tu mets anglais, effectivement. C'est ça, ouais. Et est-ce que est-ce que tu pourrais trouver un traducteur pour les mettre en chinois si tu as envie de cibler Moi, je pense que ça peut se trouver, effectivement, et je pense que c'est une bonne idée. Après, c'est vrai que l'avantage de l'anglais, c'est que les étudiants qui vont en international, ils maîtrisent en général l'anglais. Donc c'est en général assez souvent dans cette langue qu'on va converser. C'est un atout d'ailleurs, si vous parlez anglais, ça aide beaucoup plus. Après, c'est vrai qu'ils ont aussi souvent des notions en français, ils ont déjà un peu étudié le français. Mais c'est vrai que ça les rassure encore plus si on peut dialoguer en anglais. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup l'anglais. Tu m'avais posé la question tout à l'heure si je le faisais en allemand. Non, je ne le fais pas en allemand parce que c'est vrai que j'ai pas de demande pour... Alors nous on est à Strasbourg, donc les étudiants allemands ils sont assez proches. C'est pas le même public non plus. Mais anglais, anglais systématiquement pour les annonces. Est-ce que tu mets des choses particulières dans tes locations pour qu'elles soient autant haut de gamme? Est-ce que ton mobilier est haut de gamme? Qu'est-ce qui vraiment justifie ce haut de gamme et le fait qu'il y a un engouement pour ça, pour cet appartement? Alors le mobilier n'est pas de haut de gamme, c'est du mobilier fonctionnel. Très souvent, ce sont des meubles Ikea. L'électroménager, c'est souvent du Conforama. N'oublions pas qu'on est des investisseurs. Après, ça reste quand même de la qualité. On n'a pas besoin de dépenser 3 000 € pour un canapé. On peut trouver des choses très bien pour des budgets beaucoup plus raisonnables. Donc non, ce n'est pas du mobilier haut de gamme. Par contre, il y a des services et des fonctions qui sont systématiquement demandées. Les 2 plus importantes, ce sont Internet et le Wi-Fi. C'est indispensable. Voilà, indispensable. Les étudiants étrangers, après, ils utilisent quotidiennement Internet. Les étudiants tout court aussi, d'ailleurs. Ensuite, vous avez la deuxième chose aussi qu'on me demande systématiquement, c'est un lave-linge. Parce que ces personnes, elles vont rester sur une longue durée. Elles ne rentrent pas tous les week-ends chez leurs parents, comme c'est le cas pour les étudiants français. Donc elles vont rester sur une longue période. Donc évidemment, elles vont s'occuper de leur linge. Donc le lave-linge, c'est aussi une obligation. Enfin, ça fait partie du cahier des charges plutôt. Après, vous pouvez avoir des fois des immeubles où le lave-linge, il est dans l'immeuble. Donc dans ce cas-là, pas nécessaire de le mettre obligatoirement dans l'appartement. Mais c'est vrai que ça coûte pas cher un lave-linge. Si vous avez la place, mettez-le. Et là, pareil, au niveau de l'appartement aussi, il y a un critère important. Ne prenez pas des appartements trop petits. On cherche la qualité, on cherche le confort. Donc pour le minimum, je dirais, en termes de surface, c'est un studio qui fait au moins
20, 21, même là déjà, j'irais au moins 22, 23 mètres carrés. Il faut qu'il y ait de la place, ça soit confortable. Donc ça, c'est les deux choses fondamentales. Et j'ai une question concernant le lave-linge. Est-ce que tu prends lave-linge, sèche-linge ou non, pas? Juste ou est-ce lave-linge. Et tu leur fournis un petit séchoir? Ouais, un petit séchoir. Après, ouais, d'accord, ouais. ok. Et du coup, tu prends des lave-linges Hublot, je suppose, pour avoir un plan de travail par-dessus? Ouais, ça dépend de la taille dans la salle de bain. Des fois, j'ai aussi les lave-linges qui s'ouvrent. Ça dépend de l'espace qu'on a dans la salle de bain. Mais les Hublot, les premiers, alors je pense des lave-linges mécaniques, parce qu'il y a moins de problèmes de panne électrique, etc. Et en général, les Hublot qui ont un peu plus de volume, ils coûtent moins cher que les petits. Donc les prix de départ sont moins chers. Ok. Donc si vous avez la place, prenez plutôt un Hublot. Ouais. D'accord. Après, les trucs que je mets en plus aussi, qu'est-ce qui justifie ce service, ce loyer plus cher? Eh bien, je les aide aussi pour remplir les documents, parce que quand un étudiant étranger arrive en France, ici on est un pays administratif, donc très souvent ils ne savent pas du tout comment faire. Déjà, il faut une assurance habitation, donc la personne, on le remplit ensemble. Voilà, j'ai déjà des contrats qui sont prêts, les assureurs les fournissent, on fait ça ensemble, comme ça c'est fait. Quand ils rentrent dans l'appartement, ils doivent être assurés. Deuxièmement, je les aide aussi pour remplir la demande d'aide au logement. Parce qu'il faut savoir que les étudiants étrangers ont droit à l'aide au logement, même s'ils ne sont pas français. Ah bon? Ah bon? Audrey, je pense que tu es au courant. Un petit peu. Voilà, et donc je les aide à remplir. Alors souvent ils sont surpris parce qu'ils ne le savent pas, et donc c'est super, c'est encore plus intéressant. C'est un réel plus. Et ils se disent, mais c'est bizarre parce que je viens d'arriver et je n'ai pas techniquement cotisé dans le pays et j'ai droit à une aide au logement. Oui. C'est le double effet qui se coule. En fait, ils viennent d'une ville ou d'un pays où les loyers sont élevés. Ils arrivent là, vous avez un loyer qui est certes au-dessus du prix du marché, mais qui pour eux est intéressant. Et en plus, ils ont les aides au logement. C'est génial. La France, c'est génial. Ils sont super contents. Ouais, c'est top. Et puis ça les aide, du coup, en termes de budget, ça va les aider aussi pour éviter de ne manger que des pâtes à midi. Alors j'ai compris, mais non, ils ont les revenus. Bien sûr, mais en même temps, franchement, ça fait beaucoup de bien. Enfin, voilà. En général, le profil, c'est un étudiant dont les parents sont aisés. C'est les parents qui vont payer le loyer, bien sûr. Et ils sont dans des bonnes conditions. Et alors, ce qui marche bien aussi, bien sûr, c'est les colocations, parce que souvent, les personnes qui viennent d'une autre université, des fois, il y en a 2 qui se connaissent, 2, 3 qui se connaissent. Ils viennent dans un nouveau pays, ils veulent être entre eux. C'est normal. C'est plus rassurant. Ouais. Donc là, la colocation étudiante haute rentabilité, c'est génial. C'est génial. C'est une formule qui plaît énormément. Et bien sûr, on manque de colocation dans nos villes en France. Il y a un truc, moi, que j'ai remarqué de plus en plus sur les 2-3 dernières années, en fait, c'est que j'ai des personnes qui veulent absolument vivre en colocation, mais surtout vivre en colocation avec des personnes d'autres nationalités, pour pouvoir vraiment faire des échanges linguistiques, un truc de fou. Donc dans mes colocations, dans une en particulier, j'avais un Mexicain, un Bolivien et un Marocain. Alors je ne vous dis pas les accents qu'il y avait. Je vous dis pas, quand je rentrais, il y avait à chaque fois, en plus ils étaient super bons cuisiniers. À chaque fois il y avait des trucs que j'ai jamais mangé, ce genre de choses. C'était super bon. Bon, je voulais pas forcément savoir ce qu'il y avait dedans, mais c'était génial. Et les échanges, alors je vous dis pas, mon niveau d'anglais il était nul. Bon, il est toujours un peu plus nul, mais un peu moins nul parce que du coup, mais c'était juste génial. Les gens sont vraiment en demande de cet échange, de cette mixité et d'apprendre. Voilà, le Mexicain, après il était avec un autre Espagnol, mais du coup c'est du mexicain, donc c'est une base espagnole, mais l'autre qui avait un Espagnol d'Espagne, c'était encore pas pareil, mais ils étaient super contents, c'était génial. Et je sais qu'il y a des gens qui se sont vus après. Après la donc là, mon Mexicain, il est retourné au Mexique, enfin après il est allé en Allemagne et puis au Mexique, et ils se retrouvent entre eux et ils font des échanges. Ouais, c'est génial ça. En fait, la colocation, c'est vraiment un état d'esprit. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment, vraiment top. Donc, ok. J'ai une question. Est-ce que toi, dans tes meublés étudiants au rendement, est-ce que tu as les mêmes cas que moi? Moi, j'ai déjà eu, par exemple, une personne, c'était notamment des locataires étrangers qui avaient budgété leur année et qui m'ont dit, écoutez, je vous verse
X 1000 euros pour toute une année, parce que j'ai budgété mon année, je vous verse X 1000 euros et ça paye le loyer de l'année entière. Est-ce que tu as déjà eu ça? Alors, moi, personnellement, je ne l'ai pas eu. D'accord. Par contre, j'ai des élèves, enfin, il y a des personnes que j'aide aussi pour faire la location courte durée. Donc, j'ai des personnes qui ont mis cette stratégie en place et qui, eux, ils ont eu des demandes d'étudiants chinois qui leur ont dit, voilà, écoutez, nous, on aimerait payer toute l'année. Alors, j'ai compris le truc aussi, c'est que, en fait, les étudiants étrangers, ils ont souvent du mal à trouver des locations et souvent, pour eux, c'est un argument pour dire, ben voilà, nous, on est prêt à mettre tout sur la table. C'est ça. Voilà, donnez-nous un appartement, on a du mal à trouver, voilà. Et donc, ben, je leur ai dit, ben, acceptez, bien sûr, cette proposition. Vous avez tout, le paiement intégral du premier coup. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, là, ces 2 appartements, la première année a été payée d'un coup. Directement. Mais c'est vrai que j'ai eu un de mes élèves qui m'avait appelé en panique parce qu'il me dit oui, c'est de l'arnaque et tout, c'est pas possible. Je lui dis attends, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans ton modèle et que ce n'est pas vu que c'est de l'arnaque forcément. Et après, je lui ai expliqué qu'il y avait énormément d'étrangers, notamment certains types de nationalités. Moi, j'ai eu énormément de Chinois qui faisaient ça. Aussi des Chinois. Beaucoup. Pareil. Et voilà, c'est vraiment ça. Ils budgètent toutes leurs années d'études. Ils budgètent le prix de l'école, ils budgètent leur transport, ils budgètent leur loyer. Et tout est OK. Et souvent, il y a énormément, ils ont beaucoup même travaillé pour pouvoir se payer des études, notamment, en l'occurrence en France, qui est réputée malgré tout pour ses universités, pour la qualité de ses enseignements et de ses diplômes. Et c'est vraiment ça. Et lui, tellement que c'était entre guillemets trop beau, il a cru que c'était une arnaque. Donc je lui ai dit attends, on va la refaire, on va regarder ensemble. Et après, il a accepté, mais il aurait pu passer à côté de ça. Mais c'est hyper rassurant pour le propriétaire. Et surtout, nous, ce qu'on fait en général pour la question de sécurité, d'être assuré, on procède en 2 fois. On a d'abord, parce que souvent le paiement, il se fait avant que les étudiants soient venus. C'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est être rassuré aussi que c'est pas n'importe quoi. Donc, on demande le paiement de la caution et du premier mois de loyer au moment où on signe le bail. Alors, le bail, nous, on le fait par signature électronique. Donc, on va faire ça à distance. On signe, il y a des outils pour ça, des outils gratuits d'ailleurs. On signe électroniquement les baux. En échange, ils font un virement PayPal ou Stripe, donc on a le virement directement, ça se fait en instantané, à quelques secondes près. On voit qu'ils ont payé le premier mois de loyer et la caution. Et voilà, là, c'est scellé, l'appartement est réservé pour eux. On ne se pose pas la question, tiens, est-ce que quand ils vont venir, est-ce qu'ils ne vont pas changer d'avis? Là, comme ça, c'est réservé. Et quelques semaines après, ils vont venir en France. Et là, dans le cas des 2 personnes que j'avais aidées, et ben après, ils ont payé les 11 mois restants cash d'un coup. C'est comme ça que ça s'est passé pour le détail. Pour mon élève, en fait, il a payé l'entièreté de l'année avant d'être entré dans les lieux. Il faut avoir vachement confiance. Ouais, mais il était tellement content que quelqu'un lui dise enfin oui. Que voilà. C'est pour dire la difficulté à trouver un appartement quand on n'est pas dans le pays. Déjà dans le pays, clairement, il faut montrer patte blanche, avoir 50 000 garants, etc. Le truc aussi, c'est que souvent, quand un étudiant étranger qui ne parle pas bien français demande, je sais pas, il y a des investisseurs à l'ancienne, ils se méfient un peu, il a un accent, etc. C'est ça. Et donc souvent, la réaction, c'est ah non, il est déjà pris ou machin, bref. Ça. Donc c'est ça, ils se prennent beaucoup de refus. Et en fait, alors c'est important aussi pour vous d'être protégé, il y a des choses à mettre en place, il y a comment on appelle ça, une procédure à suivre pour bien louer, il faut demander des documents, etc. Mais si vous faites les choses correctement, ça se passe très bien. Et puis sincèrement, ils sont tout contents, donc en général, moi je sais que c'était vraiment les personnes que j'ai eues, alors je touche du bois, mais c'était vraiment des bons publics. Alors après, on n'a pas tout à fait la même notion de propreté, etc. Mais sincèrement, c'était des bonnes personnes. C'est pas du tout la même mentalité, ça n'a rien à voir. Donc c'était, pour ma part, c'était vraiment cool. Mais je pense que tu pourrais louer plus cher tes colocations en utilisant justement, en ciblant encore plus sur ce type particulier d'étudiants. Tu pourrais encore aller. Ouais. Je sais, mais là je suis en train de passer la colloque 2.0, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Et c'est un truc de fou, vraiment utiliser Internet au max, et c'est un truc de malade mental. Donc on a vu ça. Est-ce que, avant de te poser la dernière question, est-ce que tu as des anecdotes je sais pas, des trucs rigolos ou des trucs
qui ont, je sais pas, qui t'ont fait peur dans tes logements haut rendement? Est-ce que tu as des grandes personnes? Ah oui, je vois de quoi tu veux parler. Alors là, du coup, pour le coup, c'est pas un meublé haut rendement, c'est un meublé étudiant classique. C'est un truc qui m'est arrivé récemment. C'était l'année dernière, j'avais un appartement en location. Bon là, c'est un meublé classique. Qui n'est pas en all inclusive. Voilà, mais je fais pas mal de meublés étudiants, j'ai les deux formules. Et donc, il y a eu personne qui vient pour visiter, et quand je vois la personne, en fait, c'était un jeune homme de 2,08 m. Je lui demande, waouh, il est grand, je lui demande combien vous mesurez? 2,08 m. Déjà que tu es grand, toi, déjà à la base. Ouais, bah déjà, moi je mesurais 1,85 m, lui il était 2,08 m, donc c'est assez impressionnant. Je lui dis, ouais, il va pas prendre l'appartement. C'est un de mes plus petits appartements, il fait 20-21 mètres carrés. C'est un petit studio, voilà, kitchenette. Il y a un BZ, donc c'est les canapés lits d'Ikea qui s'ouvrent en longueur. Et je me dis, jamais il rentrera dans le BZ, quoi. Ou alors, c'est un peu juste, c'est un peu ric-rac. Donc, il visite, il y avait ses parents qui étaient là aussi d'ailleurs, et puis il visite l'appartement, et là, il me regarde, il me dit, ah ouais, c'est grand quand même. Hein. Et en fait, j'ai compris aussi pourquoi ils ont dit ça, parce que c'est des personnes qui viennent de la région parisienne, de Paris. Ah. Et c'est vrai que souvent à Paris, on est plus sur des surfaces plus petites, on est plus sur des 12 mètres, 15 mètres carrés. Donc là, 20 mètres carrés, bah, ça paraît grand. Pour nous, c'est normal. Et donc, bah, il dit, voilà, je le prends, l'appartement. Ah bon, le BZ, bon, faudra peut-être se mettre en diagonale, mais ça passe, c'est bon. Et donc, voilà, il était content, les parents étaient contents, tout le monde était content. Moi, j'étais un peu étonné, mais voilà, tout le monde s'y trouve. Et puis, c'était un peu rigolo, quoi, sur le moment. Moi, je trouve ça très drôle. Et du coup, je vais terminer par ça. J'aimerais savoir si tu aurais 3 conseils à donner aux personnes qui voudraient faire comme toi. Parce qu'aujourd'hui, tu as combien d'appartements? 15 appartements. Tu as 15 appartements, donc il y a des meublés classiques, des meublés haut rendement et de la colocation et de la location courte durée. Et quelques garages. Quelques garages aussi, tiens, je ne savais pas. Et du coup, est-ce que si, je ne sais pas, alors pas forcément ton fils, mais si quelqu'un qui avait 18-20 ans voulait avoir tes conseils, qu'est-ce que tu lui donnerais pour investir? Alors pas investir sur un seul appartement, c'est pas vraiment un investissement. Alors bien sûr si vous commencez, mais là on en est plutôt sur un niveau un petit peu supérieur. Quels seraient vraiment ces 3 conseils-là que tu pourrais leur donner pour leur faire gagner du temps? Alors, déjà, toute bienveillance. En toute bienveillance. Déjà, j'imagine que la personne est motivée, qu'elle a vraiment envie d'investir dans l'immobilier. La première chose, je lui dirais, c'est d'aller sur le terrain, de faire des visites immobilières. Même si elle n'y connaît rien. Alors elle va faire des visites, il y a des trucs, elle ne va pas comprendre ce qui se passe, mais au moins ça va lui poser des questions. Donc passer à l'action, passer sur le terrain, faire des visites avec les agents immobiliers, ça ne vous engage à rien, vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous regardez, vous comparez un peu les biens, vous regardez votre quartier, faites-le près de chez vous, dans des endroits que vous connaissez bien. Première chose, passez à l'action. Deuxième chose, formez-vous, apprenez, comprenez comment fonctionne l'immobilier. Et pour ça, rien de tel qu'être en contact avec des investisseurs qui ont déjà mis ça en place et où ça tourne, ça fonctionne, ça crée du bénéfice. Donc essayez de vous entourer de personnes qui ont déjà fait ça et tirez-leur les vers du nez, quoi. Cherchez les infos, comprenez comment eux ils font, quel type de fiscalité ils utilisent, quel type d'appartement ils achètent, pourquoi ils évitent d'autres appartements, dans quel quartier ils investissent, etc., etc. Deuxième étape, donc formez-vous. Et troisième étape, à un moment c'est passer à l'action, quoi. C'est revenez sur le terrain et puis voilà, vous trouvez un bien qui correspond. Et la question du financement et tout ça, je dirais que c'est presque secondaire. Déjà trouver un bien, et après si le truc il est solide, si le projet il est bien construit, le financement passera. Dans la grande majorité des cas, si vous n'êtes pas flambeur machin, et que vous avez un projet solide, que vous croyez en votre projet, que vous le défendez bien devant le banquier, ça passe. Donc les 3 conseils pour résumer, le premier c'est soyez actif, le deuxième c'est formez-vous, et le troisième c'est soyez actif. De nouveau. Pas mal. Également, il faut vraiment que vous adaptiez tout ça par rapport à votre situation. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, Eric et moi, c'est ce qui a fonctionné pour nous, mais chacun dans nos domaines respectifs. Peut-être que si j'habitais à Strasbourg, très certainement que j'aurais peut-être fait du meublé étudiant.
peut-être la colocation aussi, mais les prix ne sont pas les mêmes. Donc vraiment, adaptez-vous par rapport à vous, votre âge, vos enfants, tout ça. Enfin, ce que je vais vous dire, forcément, ce que je vais dire à Paul qui a 25 ans, je ne vais pas dire la même chose à Martine qui en a 50, ce qui est juste logique. Donc vraiment, ce sont nos expériences, mais adaptez-les par rapport à vous, votre situation. Exactement. Et également, il y a quelque chose qui est... Je rebondis juste sur ce que tu dis. Par exemple, si vous débutez, que vous avez des revenus faibles, allez plutôt sur des petits appartements. Faites-vous la main au début sur des petits appartements. Vous prendrez moins de risques que sur un immeuble. Ou allez-y par étapes aussi. Donc, tout à fait. Ouais. Puis même, c'est par rapport aussi à votre appétence au risque. Donc, enfin, voilà, on n'est pas tous des têtes brûlées. Ce qu'Éric et moi faisons, on est en général très prudent, très prudent. Donc tout ce qu'on fait est très réfléchi. Donc peut-être que vous avez l'impression que 15 c'est beaucoup. Une fois qu'on a compris le mécanisme, une fois qu'on en a fait un qui fonctionne, deux qui fonctionnent, etc., on essaye un petit peu une autre stratégie, on voit que ça fonctionne, on l'améliore et on duplique après. Tout simplement, et diviser et surtout, alors multiplier vos types d'immobilier. C'est la raison pour laquelle Eric en a plusieurs. C'est la raison pour laquelle je vais en avoir plusieurs. Et vraiment, il faut vraiment que vous passiez à l'action, en vous formant bien évidemment, mais passez à l'action. Le temps ne se rattrape pas. L'immobilier vous fait gagner du temps. Ce que vous faites aujourd'hui, eh bien demain ce sera fait. Par contre, si vous le reportez à demain, aujourd'hui ce sera toujours pas fait. C'est vraiment ça. L'immobilier, c'est du temps. Et ton fils, entre guillemets, n'a pas à se faire de mouron pour son avenir. Tout ça, c'est aussi un pourquoi. Et par rapport à ça, il y a un sens derrière aussi. Clairement, ça a un sens. Tu lui assures un avenir et tu vas lui assurer une éducation financière parce que clairement, aujourd'hui, il a 7 ans. Et clairement, par rapport à l'éducation et aux discussions qu'il va avoir avec ses petits camarades, ce sera totalement différent. Sincèrement, je pense que tu ne connais pas de parents qui ont ton parcours. Dans les amis de ton dans la classe de mon fils, je saurais. Non, pas directement, non. C'est ça. J'en connais, mais qui sont dans d'autres villes souvent. C'est ça. Ah si, j'en connais, mais ils sont plus grands les enfants aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très précieux. Donc les conseils qu'Éric va donner à son fils sur l'indépendance financière, mais pas que, sur le fait de gérer, sur le fait de voir des biens, sur le fait d'être entrepreneur, de se faire confiance. C'est absolument génial. Tout ça, ce n'est pas dans les livres, c'est vraiment de la relation, de la discussion, et c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Donc vraiment, c'est important. Allez, un petit dernier point aussi que j'aimerais rajouter, c'est que, alors c'est bien de se former, mais à un moment, même si vous ne savez pas tout, il faut quand même y aller, quoi. Il y a une petite prise de risque aussi. Il y a une petite prise de risque et à un moment, il faut y aller, il faut se jeter dans le bain. Des fois, ça fait peur au début, mais une fois que vous êtes passé de l'autre côté, moi, je me rappelle au début, les premiers, mais j'avais la frousse. Carrément. J'avais la frousse, je me dis, est-ce que je ne fais pas une connerie? Est-ce que je vais réussir à le louer? Mais une fois que vous l'avez mis en place et que ça tourne, et franchement, c'est là aussi qu'être avec des gens qui l'ont déjà fait, ça va vous rassurer. La personne va vous dire, écoute, là, c'est sûr que ça va se louer, là. Il y a de la demande, je le sais, je le fais depuis 15 ans, voilà. Donc c'est pour ça aussi, ça va vous aider, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous rassurer. Donc, à un moment, il faut se jeter. C'est ça, tout à fait. Mais il faut accepter aussi qu'on ne peut pas tout connaître. Ça reste vraiment la loi de Pareto. Mais à partir du moment où vous l'avez inclus dans votre équation, c'est-à-dire que vous avez du 100%. Vous pensez tout maîtriser, en fait. C'est vraiment, on a envie de tout maîtriser. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, même si on le veut. C'est-à-dire que vous allez maîtriser 80% et accepter qu'il y a 20% qui n'est pas maîtrisable. Mais si vous avez cette équation et que vous incluez cet inconnu, quelque part, ça devient moins inconnu parce que vous l'avez inclus dans votre équation. C'est un petit peu complexe, mais je pense que vous l'avez compris. Et au bout d'un moment, on se forme et on passe à l'action directement. Et on a une chance aussi en France, c'est qu'en France, quand vous achetez un appartement, quand vous signez un compromis de vente, c'est-à-dire c'est pas l'acte final, mais quand vous vous engagez à acheter un appartement, vous avez 10 jours de réflexion. Donc même si, quand vous trouvez une bonne affaire, vous n'êtes jamais sûr, et j'ai oublié un truc, machin, même si vous n'êtes pas sûr, signez le compromis, et après pendant les 10 jours, vous faites votre enquête. Parce que si vous vous dites, il faut d'abord que je fasse mon enquête, si c'est vraiment une bonne affaire, le lendemain, elle est partie. Elle est partie. Donc à un moment, il faut se lancer, mais après, il faut sécuriser. Et c'est là aussi que les connaissances, elles rentrent en ligne de compte. Il faut être réactif, et bien sûr, les connaissances vous font gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment un de mes préceptes, et c'est top.
Bon, bah écoute, je pense qu'ils vont être super contents du contenu de cette interview. Je te remercie vraiment 1000 fois pour tout, pour m'avoir accueilli à Strasbourg, que j'adore du coup, et pour tout ça, pour cette interview, avec plaisir, pour ce que tu partages. Avec grand plaisir. Et c'est cool, je te remercie vraiment beaucoup. Et puis j'espère que ça vous a plu. Est-ce que si on nous pose des questions sous la vidéo, tu pourras répondre? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Je regarderai les posts sous la vidéo et j'essaierai de répondre rapidement. Bon, alors moi ce que je vous propose c'est déjà de cliquer sur le i comme info normalement qui doit se trouver ici pour télécharger vos cadeaux gratuits, donc je vous laisse voir ce que c'est. Et également n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour toujours recevoir mes vidéos en avant-première et également de liker cette vidéo et de la commenter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.